À force de pousser l'excès, finalement, parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire de la combativité. En fait, oui, c'est de la combativité parce que ce sont des idéologues avec à leur tête Jean-Luc Mélenchon qui nous parle d'un monde imaginaire où les campagnes françaises vont être grand remplacées, etc., etc. Là, c'est son candidat qui a échoué en ville, c'est-à-dire dans un territoire qui, a priori, lui est favorable. Donc, si LFI n'arrive pas à s'implanter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même auprès des populations d'origine immigrée, eh bien, il n'y a pas l'adhésion à une bordélisation de la société. Il n'y a pas l'adhésion non plus, et il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. À conclure de cette ces gens-là, et en particulier Louis Boyard, sont des idiots. C'est des gens qui mettent leur ignorance, qui en font une arme. Et je vais vous dire, ils utilisent un certain nombre de lexiques et un certain nombre de thèmes, en particulier celui de la Palestine, pour essayer justement. Mais regardez qui est à côté de M. Boyard, c'est M. Mélenchon. Oui, mais parce que M. Mélenchon est le grand ordonnateur de tout ça. C'est le grand architecte, c'est lui qui théorise justement cette vision révolutionnaire. C'est un révolutionnaire au sens marxiste du terme, c'est-à-dire tout pour atteindre le pouvoir. Par les urnes, par la culture, par la rue. Vous vous souvenez de la phrase de Clémentine Autain qui avait dit « Ce que nous n'obtiendrons pas dans les urnes, nous l'obtiendrons dans la rue ». Eh bien, c'est exactement là-dessus qu'ils jouent. Il y a la bordélisation à l'Assemblée nationale et dans la rue, une tentative pour instrumentalité. Pour vous rejoindre, Régis, si c'était le cas, vous avez vu le taux de participation? Il a été non, mais avec pardonnez-moi, le taux d'abstention, c'est la grande gagnante. Mais oui, ça veut dire que si ces gens-là voulaient vraiment faire un front contre Louis Boyard, il serait beaucoup plus mobilisé. Oui, mais là, vous avez 3 listes. Normalement, il arrive en tête. Il est énorme. Donc, ça veut dire qu'à un moment, ils se disent... on les laisse entre eux. Non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que même en perdant, il est content de lui-même. Et ça, c'est finalement la force de LFI. Ne comptez pas sur moi pour porter un discours de défaite ce soir. Je veux porter un message d'espoir. Donc lui, il perd et il est dans l'espoir. Ce qui m'importe, c'est ce qu'a dit Alexis Corbière. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant parce que ça montre que les électeurs en avaient assez de la médiocrité de la campagne de Louis Boyard. Alexis Corbière dit « Villeneuve-Saint-Georges, soyons lucides. La droite était divisée au deuxième tour. Toute la gauche appelait à battre la droite et à voter pour Louis Boyard. À la présidentielle et aux européennes, la gauche faisait 52%, c'était imperdable. Donc en réalité, c'est Louis Boyard qui a perdu. Est-ce que vous avez suivi la campagne qu'a fait M. Boyard à Villeneuve-Saint-Georges? Il a parlé de Gaza quasiment tout le temps. Oui, mais c'est pas ce qui intéresse les gens pour les municipales. Mais je sais bien, c'est en partie ce qui est le résultat de cela. Oui, parce que là, ils ont voulu refaire ce qu'ils ont fait au niveau des législatives et des européennes. Et ils se sont dit, ça marche quand on parle que de Gaza et de la Palestine. Sauf que là, on est dans une élection locale où les gens ont des préoccupations quotidiennes. Et ça marche beaucoup moins bien. Surtout, cette population immigrée ne vote pas sur ces critères-là uniquement. C'est un tort de la part de Mélenchon, un tort de la part de LFI, d'imaginer pouvoir mobiliser toutes les populations immigrées, de faire un nouveau peuple avec des thématiques pareilles. Ça ne marche pas. Non, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, de son point de vue, a la bonne stratégie pour la présidentielle. Mais je pense que pour les élections législatives, municipales, enfin pour toutes les élections intermédiaires, il n'y arrive pas. D'abord parce que ce n'est pas lui. Et que lui incarne une figure, qu'on le veuille ou pas, qui aimante une partie de la population de Rescali. Et je pense que lui, sa stratégie est claire. Le chaos, le nombre. Le chaos dans la rue, le nombre par il essentialise les Français immigrés. Voilà, c'est sa stratégie. Une partie adhère, une partie pas. Mais les autres, contrairement à lui, par exemple, M. Boyard n'a fait que parler de Gaza. À Villeneuve-Saint-Georges, on voulait entendre sur le pouvoir d'achat, sur les médicaments, sur la sécurité. Et au présidentiel, il parlera aussi, si Trump ne réussit pas à régler ce qui se passe au Proche-Orient, et notamment qu'il y ait un plan de paix, il reparlera de la Palestine et de Gaza. Bien sûr. Pour conclure sur ce sujet. Bon, il y a Mélenchon et puis il y a ce qui se passe dans le cœur et les esprits des gens. Il y a un malaise identitaire en France. Gaza n'est qu'une... C'est comme la cocotte minute. Là. Gaza, c'est juste
Il y a un malaise identitaire chez les diasporas. Alors, tout le monde ne vit pas ce malaise, mais il est là. Les gens se disent, est-ce que je suis français, est-ce que je suis algérien? Je suis français, je suis tchétchène, je suis marocain. Comme personne ne répond à ce malaise identitaire. Ni la droite, ni la gauche, ni les imams, personne. Ni l'université, parce qu'on leur dit, ou vous êtes des racistes, ou vous êtes des fous. Voilà. Parce qu'on peut dire à un Algérien de France qu'il est algérien, comme lui dit M. Tebboune, mais il a des copains à l'école qui parlent français. Il a vu des Français. Il voit que tous les Français ne sont pas racistes, quand même. On peut les laisser. Beaucoup de Français dans les écoles, comme ils sont. Bien sûr. Donc, vous avez un mal identitaire. Ce mal identitaire va alimenter... c'est ça le vrai driver de la politique, à mon avis, chez les diasporas. Mélenchon sort dessus demain. Mais c'est très important, c'est-à-dire qu'en face, il n'y a pas, à l'inverse, ni un récit qui, qui fait adhérer, qui rassemble, etc. Parce que la droite d'abord, on ne travaille pas beaucoup. Deuxièmement, la droite a tellement peur de se faire traiter de raciste qu'elle ne va pas embrasser les Arabes et les Noirs pour leur dire qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait ensemble, c'est difficile. Parce qu'une partie du peuple de droite croit à la France blanche et chrétienne. Et comment lui dire, mais moi j'ai du mal à leur dire, comment lui dire qu'on peut être Mohamed et aimer la France? Oui, je pense que c'est un tort. Moi, je regarde. Même de la part du RN. Mais c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun projet d'assimilation, il n'y a aucun projet. J'aime pas le vivre ensemble, mais le être ensemble n'existe pas. Il n'y a aucun projet de puissance. Inspirons-nous de M. Trump. M. Trump est en train, nous annonce qu'il va nous casser la gueule avec des immigrés. Comment il s'appelle? Marco Rubio, immigré cubain. Il l'a envoyé à Panama pour annexer Panama. Il est en train de discuter. Vivek Ramaswamy, indien. Kash Patel, patron du FBI, indien d'origine ougandaise. Tulsi Gabbard, hindouiste de Hawaï. Il faut proposer aux immigrés un projet de puissance. Aujourd'hui, on leur propose quoi? Le compostage, les vélib et un peu de vivre ensemble. Mais allons plus loin. Pourquoi alors? Est-ce que c'est un problème? Parce que depuis l'école, il n'y a pas d'histoire quand elle est enseignée. Et encore, quand on arrive à l'enseigner, on a honte de parler des gloires et des grands personnages. Et on cache, on met en avant les zones d'ombre qui existent comme dans tout pays. On s'est oublié. On s'est oublié. Les Américains ne se sont pas complètement oubliés. Ça reste un peuple agressif. Ils ont quand même génocidé les Indiens. Les Français n'ont jamais fait. Même si on a colonisé l'Algérie, on a fait des bêtises. Heureusement. Oui. On n'a jamais fait ça. Eux, ils sont agressifs. Donc, or, l'agressivité, la méchanceté est la nature humaine. Donc, quand tu ramènes des émigrés de tout le pays, tu leur dis on va aller casser la gueule aux Irakiens, aux Afghans pendant 20 ans. Tu occupes les gens. Guantanamo, on occupe les gens. La puissance occupe les gens. Rappelez-vous, l'empire colonial français, il a été conquis par des immigrés. Les Marocains, nous avons été conquis par Lyoté avec des capitaines algériens et tunisiens, avec des Maliens et des Sénégalais. Quand on dit qu'on va se défendre, on n'a rien pour se défendre. On n'a ni les idées, ni les hommes ou les femmes. Hein, mais je veux dire, on n'a rien. Alors, par contre, ce que nous avons encore... il faut juste déterrer un peu, regarder notre identité réelle. Nous ne sommes pas des bisounours. Au fait, nous sommes tous convaincus, droite incluse, surtout la droite, que nous sommes un peuple des droits de l'homme. Mais droits de l'homme ne veut pas dire bisounours. Nous sommes un peuple qui peut être très méchant. Nous avons battu les Allemands. 2 fois. C'était pas facile. C'était pas les Allemands d'aujourd'hui. C'était pas les Allemands. Un petit coup de main quand même. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Quand même, on a gagné. Alors, on a gagné. Mais non, mais Driss Ghali, vous venez de l'étranger, on le sent, avec une fraîcheur d'analyse qui vous fait du bien sur ce plateau, par exemple. Et j'aimerais vous faire réagir. C'était la semaine dernière, mais c'est le débat qui là occupe encore les esprits quand le Premier ministre a osé parler de sentiment de submersion migratoire. Vous avez vu ce qui... On est chez qui? On est chez les fous. D'ailleurs, bienvenue chez nous. Alors, on est dans une France qui oublie son passé pour rester sur la donne droit de l'homme. C'est ça en fait. Je voulais revenir sur Donald Trump, sur sa stratégie, parce qu'il y a des choses aussi. Effectivement, vous avez raison de voir que l'ensemble des personnes, une grande partie des personnages qui sont autour sont d'origine immigrée ou sont des gens qui sont venus tardivement aux États-Unis, ou en tout cas qu'on a intégré. Mais aux États-Unis, c'est plus facile parce que il y a une tradition d'immigration, mais également à destination. Ce qui est très intéressant, c'est que la campagne de Donald Trump, et c'est là-dessus, je pense que le RN devrait s'inspirer et devrait avoir un discours vis-à-vis de ces populations immigrées plus construit et plus marqué. Par exemple, les républicains modèle Trump, qui ce n'est pas les anciens républicains, sont allés voir un certain nombre d'élus, ont mis en lumière un certain nombre d'élus noirs, par exemple des ghettos à Baltimore, je sais en particulier, ou dans des endroits qui étaient gérés par les démocrates, et les ont refait républicain en disant « Regardez, la gestion catastrophique de vos villes a été perpétrée par les démocrates. Nous voulons de l'ordre. » Et ces gens-là, les populations africaines, américaines, veulent de l'ordre. Le seul qui est en train de parler... Et donc, cette notion qu'on est dirigé, on est dans un pays et qu'il faut un cadre pour pouvoir prospérer, élever sa famille, c'est quelque chose que beaucoup d'immigrés sont capables de comprendre. Le seul qui est en train de leur parler, c'est Jean-Luc Mélenchon.
En réalité, il n'y a pas un séparatisme culturel, on l'a installé. Oui, mais lui, il leur propose nos campagnes. Encore faut-il prouver que ces gens-là ont envie d'aller vivre dans nos campagnes. Ça, j'en suis absolument pas persuadé. Mais il essaye de proposer un peu de substitution sans véritablement proposer d'ordre, en fait. Ce qu'il propose, c'est une sorte de bordélisation maximale, une sorte de chaos permanent, de façon à ce que lui puisse arriver au pouvoir, suivant ses vieilles lubies trotskistes. Et après, ce sera l'imposition de la dictature du prolétariat. Sonia, à la différence, Trump, il a parlé à tout le monde. C'est ça que beaucoup ont dit. C'est-à-dire que Kamala Harris, elle parlait aux communautés, lui, il a parlé à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il les a agrégés. Et c'est ça qui a plu. Et il y avait un discours aussi de virilité, pour rejoindre ce qu'a dit Driss. Et dans les quartiers... Non, mais quand vérité... Et on a vu Barack Obama désespéré. Je préfère la force positive. Non, mais quand je dis virilité, vous savez, moi, quand je parle avec force... C'est ce que j'ai bien dit. Alors, écoutons, vous allez me dire s'il y a cette force, si vous la retrouvez chez Emmanuel Macron, qui répond à la menace de droits de douane américains. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Nous avons aussi besoin de plus de financement européen et ceci vient préfigurer le prochain cadre budgétaire. Donc il faut davantage de financement public, davantage de financement privé aussi, en changeant les modes de financement de la Banque européenne d'investissement, en sortant de cette taxonomie, c'est un élément de simplification qui nous a contraints pour financer davantage d'efforts de défense, et en préférant l'achat européen. J'avoue que quand on se dit qu'on va mener une guerre commerciale, parler de taxonomie, pourquoi pas? Mais enfin, véritablement, ce que vous avez décrit, on ne le retrouve pas là, c'est incroyable. On est mort. Combien de divisions, l'Europe? Bien sûr, on est mort. Mais ce sont nos élites qui sont les premières à avoir trépassé. Parce qu'il se prend pour un Américain. Il nous a dit, la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie. Ça commence mal. On n'est pas des Américains, donc on ne peut pas les battre sur leurs armes. Nous avons une identité française, nous sommes un pays d'ingénieurs qui font des grandes choses. Mais pardonnez-moi, il se prend pour un Américain, il s'est pris pour un Algérien quand il a parlé de crimes. C'est en même temps. Mais je vais dire une chose, il faut quand même regarder l'Union européenne, où on en est au niveau économique par rapport aux États-Unis. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, on va dire environ, nos économies étaient comparables. Je parle de l'ensemble de l'Union européenne avec les États-Unis. Aujourd'hui, le PIB américain, c'est 27 000 milliards de dollars. Ce qui est le PIB de l'Europe, c'est 17 000 milliards de dollars. Donc on est décroché. On a une population plus nombreuse, 450 millions d'habitants. Les Américains sont à 340 millions d'habitants. Et on a une économie qui est 10 000 milliards en termes de PIB en moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les États-Unis nous déclarent une guerre économique, bon, on va en souffrir encore que c'est 7% des exportations françaises. C'est pas comme le Canada qui est à 70% et le Mexique qui est à 80%. Donc quand Trump taxe ces deux pays, augmente les taxes de plus de 25%, il y a un coût énorme et il y a vraiment un coup de massue. Nous, ça sera peut-être pas le cas, mais l'automobile allemande, ça va être un vrai problème. Vous avez entièrement raison.